Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette ESME Inside 1.6. Donc je me présente, je m'appelle Sofiane, je suis en deuxième année en prépa intégrée à l'ESME Sudria. Au premier semestre, enfin en première année, j'ai choisi de découvrir le parcours international et actuellement donc je suis en deuxième année et j'ai décidé cette fois de découvrir le parcours énergie. Donc ça, c'était pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Nathalie, qui est la deuxième présentatrice et qui va se présenter elle-même. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie, je suis actuellement en deuxième année du cycle préparatoire, c'est-à-dire en SP. L'année dernière en SUP, j'ai choisi de faire le parcours énergie et ensuite, durant le premier semestre de cette année, j'ai préféré prendre innovation et actuellement je suis revenue en énergie. Et Sofiane et moi, nous sommes tous les deux sur le campus de Paris. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner avec le programme de ce soir. Donc, il va y avoir 10 étudiants, dont Sofiane et moi, qui vont prendre la parole ce soir sur le 6e thème qu'on aborde dans cette ESME Inside, qui a lieu en l'occurrence tous les jeudis, tous les 15 jours. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, à nous les envoyer sur le chat. On vous répondra soit à l'oral, soit à l'écrit. Voilà. Et par rapport aux intervenants de ce live, il y aura Théo et Solène pour le parcours innovation. Ensuite, le parcours international sera traité par Joseph. Ensuite, parcours énergie et environnement, ce sera Thomas qui le présentera. Parcours management, ce sera Bastien et Alexandre. Et enfin, Elisa et Viviane vous parleront du parcours biotech et santé. Il faut savoir que ce sont des étudiants de dernière année qui vont présenter leur projet final. Voilà, je laisse la parole à Sofiane. Donc à l'ESME, vous avez la possibilité de choisir parmi 6 parcours différents qui vont au total vous permettre d'accéder à 16 majeurs. Donc, les 6 parcours qui sont présents à l'ESME sont le parcours international, le parcours management, le parcours innovation, le parcours international connexion, le parcours biotech et santé, et le 6e parcours qui est le parcours ingénieur-designer. Eh bien, c'est un parcours qui vient d'ouvrir cette année et donc il ne sera pas traité sur cette ESME Inside puisqu'il n'y a pas encore d'étudiants en dernière année sur ce parcours. Alors, l'ESME, donc c'est un cursus qui se fait sur 5 ans. Vous avez les 2 premières années de prépa intégrée, donc la SUP et l'ASP, qui sont principalement un tronc commun, mais dans lesquels vous allez tout de même pouvoir découvrir jusqu'à 3 des 6 parcours que je viens de vous citer. Et vous avez ensuite les 3 dernières années du cycle d'ingénieur, notamment l'Ing 2 et l'Ing 3, où vous allez pouvoir vous professionnaliser en choisissant parmi les majeurs du parcours que vous avez choisi. Donc il y a différentes majeures dans les différents parcours, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est des majeurs, comme je vous l'ai dit, que vous allez choisir sur la deuxième année et la troisième année de votre cycle d'ingénieur, donc qui sont votre 4e et votre 5e année sur votre cycle global. Et donc, ce soir, dans cette ESME Inside, 8 étudiants en dernière année, comme l'a dit Nathalie, vont vous parler de leurs majeurs et de leurs projets finaux. Et je vais laisser Nathalie présenter le premier parcours et les premiers majeurs. Alors, on va commencer par le parcours innovation. C'est le parcours qui présente le plus de majeurs avec la mécatronique, les systèmes embarqués, les réseaux télécoms nouvelle génération et pour terminer, l'intelligence artificielle. Et en ce qui concerne les débouchés, on va trouver essentiellement des métiers liés à la recherche et au développement notamment, comme des chefs de projet, bien sûr, ou encore des ingénieurs en analyse d'images. Et pour parler de ce parcours, nous allons commencer par Solène, qui va nous parler de son projet. Bonjour, du coup, moi c'est Solène, donc je suis en 5e année à l'ESME Sudria.
J'ai rejoint le SME Sudria en prépa intégrée. Donc, j'avais fait la porte ouverte pendant que j'étais en train de passer mon bac et l'école m'avait plu. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. J'avais d'abord fait un parcours international parce que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire. Et après, j'ai fait biotech parce que le médical m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait du coup mon semestre à l'international à Shanghai. Donc ça, c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée et j'ai fait beaucoup de programmation là-bas. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup cette matière et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un métier où j'allais beaucoup coder. Et du coup, la majeure intelligence artificielle elle proposait énormément de cours de programmation et c'était là où je me voyais le plus coder. Et en plus, le domaine m'intéressait beaucoup. Voilà, donc mon projet de fin d'année, il a été fait avec une start-up, Avekia. Donc ce sont 2 anciens de l'ESME qui l'ont monté. Donc vous avez Pierre à gauche et Emeric à droite. Donc la start-up, elle a des clients, des grands clients du BTP comme Engie. Et son but, ça va être la digitalisation des formulaires, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'on avait énormément de paperasse, énormément de formulaires écrits et même des Excel pour les formulaires et que ce n'était pas forcément adapté pour les rapports de maintenance, par exemple pour des groupes comme Engie. Donc, ils ont voulu simplifier ça et en fait, ils créent une application qui va permettre de prendre en photo un formulaire ou un formulaire papier, par exemple, voilà. Et comme vous pouvez avoir l'exemple là sur la présentation, et l'application va détecter tous les éléments du formulaire, donc qui est sur le papier, pour les mettre sous un format digital, donc avoir le même format pour tous les formulaires dans une application. Donc du coup, on va utiliser des bibliothèques de Python, donc ça va être codé en Python, et on va détecter, par exemple, donc là à gauche, pour l'instant, on a fait cette partie-là, donc détecter les frames sur un formulaire, et à l'avenir, on sera capable de reconnaître des éléments de texte, des tableaux, des lignes, des zones de texte et d'autres éléments. Voilà. Donc du coup, je vais laisser maintenant la parole à Théo, qui va vous parler lui aussi du parcours innovation. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Théo. Je suis du coup en majeure mécatronique, donc c'est l'une des majeures du parcours innovation. Je suis en dernière année, donc en 5e année, sur le campus d'Ivry. Pour mon cursus, rapidement, j'ai fait les 5 ans à l'ESME, y compris les 2 années de prépa intégrées. En prépa, en fait, on a le choix aussi d'une spécialité. Donc moi, j'avais choisi innovation, parce que j'aime bien, en fait, un peu toucher à tout. Et faire de la création, on va dire, on fait un proto sur ordinateur, et on le réalise en physique ensuite. Donc j'aime bien toute cette phase de conception. Donc c'est pourquoi j'avais pris innovation en première et 2e année. Et donc arrivé après en parcours ingénieur, depuis 1 an et demi maintenant, je suis en mécatronique. Donc mécatronique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un mot un peu compliqué pour au final quelque chose d'assez simple et qu'on trouve tous les jours partout. Donc c'est mécanique électronique. Donc concrètement, mécanique, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc ça va être les différentes liaisons mécaniques, le dimensionnement d'un système mécanique forcément. Ça peut être les matériaux choisis, enfin voilà, ça peut être tout ça la mécanique. Alors que l'électronique, ça va être par exemple la réalisation de circuits imprimés, des circuits électriques, dimensionnement des composants à utiliser, choix des composants et tout. Donc en fait, la mécatronique, on la retrouve dans absolument tout ce qui est électronique, par exemple, et mécanique à la fois. Donc si on prend une machine à laver, il y a une partie mécanique, donc la partie du tambour qui tourne avec un moteur électrique, et derrière, il y a toute une partie commande électronique qui suit. Donc ça, c'est de la mécatronique. Une voiture, c'est de la pure mécatronique aussi. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans cette majeure, enfin ce sur quoi je travaille maintenant, c'est mon projet de fin d'études qu'on a appelé la Sudricam. Et donc c'est en fait un projet qui va permettre d'améliorer l'expérience des cours à distance. Le but de ce projet, c'est de recycler une imprimante 3D. Parce qu'en fait, on avait une composante de base du cahier des charges. C'était donc de récupérer une imprimante 3D qui était défectueuse, de récupérer tous les composants et d'en faire un nouveau système. Donc ce système, c'est une caméra à distance robotisée
Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, donc, voilà, il y a toute une partie qui monte à la verticale et qui va pouvoir tourner autour de l'axe. Et donc, ça va détecter automatiquement le tableau pour se calibrer directement sur le tableau. Et après, il y a un second mode. Donc, avec une télécommande, l'utilisateur peut changer de mode et ça va passer en mode suivi. Donc, ça va suivre l'utilisateur. C'est ce qu'on voyait ici, là. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si on peut retourner sur la slide d'avant, parce que j'ai pas trop eu le temps de parler. Je ne sais pas si c'est possible. Non? Voilà. Donc en fait, on a récupéré tous les composants. C'était celle-là. C'était celle-là, voilà. On a récupéré tous les composants de l'imprimante 3D. Donc on va retrouver les moteurs pas à pas qui sont en bas à gauche, que vous voyez en bas à gauche. On va retrouver les axes verticaux en métal. Voilà, tous ces composants, on les a récupérés et on a imprimé à partir d'une autre imprimante 3D les parties noires que vous voyez, qui nous servent à assembler tout le dispositif. Donc on a tout réalisé sous SolidWorks, qui est un logiciel de CAO que vous étudierez à l'école si vous y allez un jour. Et voilà, et on a tout imprimé et on est en train de la réaliser maintenant physiquement après toute la partie théorique. Merci beaucoup Théo pour ta présentation. Alors on va passer à une rapide séance de réponse aux questions. Alors ces séances-là, il y en aura au total 3 dans ce live et on va reprendre des questions que vous avez posées par écrit. Alors certaines n'auront pas encore été répondues et d'autres ont déjà été répondues. On va quand même les reprendre à l'oral pour qu'elles puissent être ensuite accessibles à toutes les personnes qui veulent regarder le live en replay. Donc la première question que je vais prendre, je vais la poser à Solène si elle veut bien réallumer sa caméra. Et je voudrais te demander, est-ce que tu te souviens comment ça se passe pour choisir la majeure? Qu'est-ce qui rentre en compte dans la sélection de la majeure? Alors, de ce que je me souviens, pour moi, la majeure intelligence artificielle, il me semble qu'on nous avait demandé de faire une lettre de motivation. Il fallait aussi avoir des bonnes compétences en programmation parce que c'est essentiellement de la programmation dans cette majeure et il fallait avoir un bon niveau. Et c'est vrai que de toute façon, nos préférences pour les majeures, on les ordonnait. Donc, on était sûr d'avoir une majeure qui nous plaisait parce que c'était par ordre de préférence. Voilà. Merci beaucoup. Je vais te poser rapidement une deuxième question. Est-ce que pour le parcours, cette fois, est-ce que tu peux choisir le parcours que tu veux ou est-ce qu'il y a une sélection par rapport aux notes? Est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation aussi, etc.? Alors, le parcours, oui, on avait dû faire une lettre de motivation et je me souviens, comme j'ai changé aussi de parcours, j'avais dû faire des lettres de motivation pour montrer que j'étais déterminée à changer de parcours et que c'était pas juste sur un coup de tête et que c'était vraiment justifié mon envie de changer de parcours. Donc, oui, voilà aussi. Merci beaucoup. Je vais poser une troisième et une dernière question. Cette fois, je vais la poser à Théo. Donc, si tu peux rallumer ta caméra. Et c'était pour savoir, c'est une question qui est assez pertinente, et c'est pour savoir, est-ce que les projets que vous réalisez en fin d'études actuellement en 5e année, est-ce qu'ils sont utilisés par des entreprises ou dans la vie d'entreprise, ou est-ce qu'ils peuvent être utilisés plus tard, autre que dans le cadre scolaire? Alors, mon projet à moi, pour le coup, on réalise en fait pour les professeurs de l'école. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de projets, et pas que dans ma majeure, dans toutes les majeures, qui sont sponsorisés directement par des entreprises. Donc, en fait, c'est des entreprises qui viennent démarcher l'école et qui vont proposer un sujet sur lequel un groupe d'étudiants va travailler et ils vont développer un prototype, voire une solution. Et si jamais ça plaît à l'entreprise, ça peut aller plus loin après dans le développement et soit être embauché, soit monter une boîte après l'école. Merci beaucoup Théo. Alors c'est la fin de cette première rapide séance de réponse à vos questions. Alors je le rappelle, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre et pour qu'on puisse vous donner un maximum de précision. Donc on va maintenant passer au deuxième parcours, qui est le parcours international. Donc c'est un parcours qui va être composé de 3 majeures différentes. Donc il va y avoir la majeure cybersécurité, la majeure Urban IoT et Smart Cities, et une troisième majeure, Electrical Vehicles. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette troisième majeure, c'est qu'elle a ouvert très récemment, elle va ouvrir cette année. Donc, il n'y a pas encore d'étudiants dans cette majeure en dernière année. Et il y a aussi, avec le parcours international, la possibilité de faire un double diplôme à l'étranger avec
avec une université partenaire. Donc il y a différents débouchés hein, pour ce parcours. Il y a pour devenir un ingénieur IoT, donc IoT c'est Internet of Things, devenir ingénieur en cybersécurité ou encore data scientist. Et donc c'est Joseph qui va nous parler, donc qui est en 5e année dans le parcours international, qui va nous parler de la majeure cybersécurité, et de son projet de fin d'études. Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Joseph, je suis actuellement en 5e année à l'ESME Cidrea dans la majeure cybersécurité. Pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai commencé donc l'ESME en prépa intégrée. J'ai fait mes 2 premières années de prépa intégrée à Lyon, dans le campus de Lyon. Puis pendant ces prépas intégrées, j'étais dans le parcours international. Moi, pour le coup, j'ai pas fait de changement. Je me plaisais bien parce qu'on avait les cours en anglais, certains cours en anglais, et c'était très intéressant. Pendant ces années de prépa, j'ai pu lister pour le BDE dans le but de me faire élire. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché, mais c'était une élection très serrée et j'en retire une bonne expérience. J'ai également pu partir à l'étranger en 3e année, en République tchèque. C'est pas forcément un pays qui nous attire, mais au final, c'était encore une fois une bonne expérience. J'ai pu découvrir plein de choses. Voilà, j'en retire beaucoup de choses. Concernant mon parcours, donc j'ai choisi la majeure cybersécurité. Il faut savoir que tous les cours sont en anglais, parce que en cybersécurité, c'est très important de comprendre, de savoir parler en anglais, et vraiment de bien le comprendre, parce que déjà, nos cours sont en anglais, donc il faut savoir parler anglais. Beaucoup de notions sont en anglais et toutes les documentations et les supports qu'on peut trouver sur Internet sont pour la plupart en anglais. Moi, avant de rejoindre ce parcours, j'avais un attrait pour les challenges qu'on pouvait trouver sur des plateformes web diverses. Ça mettait en compétences, ça mettait à profit mes compétences de programmation, plutôt dans le domaine de réseau aussi. J'ai trouvé que c'était un bon compromis entre justement la programmation, le réseau, comprendre comment un logiciel va marcher, comment au final les objets technologiques nous entourent, comprendre comment ils marchent. Du coup, ce dernier semestre, j'ai pu commencer mon projet de fin d'études. J'ai eu la chance de travailler avec un étudiant russe qui a intégré l'école pendant un semestre. Notre projet s'appelle « Déploiement sécurisé d'un objet connecté ». Quel était le but? On s'est mis, pour vous mettre dans le contexte, aujourd'hui il y a beaucoup de data centers, ils sont utilisés et il faut savoir que c'est très important de réguler la température dans les salles des serveurs, parce que s'il y a une hausse de température, ça peut faire perdre des données, ça peut mettre en péril la santé du data center, donc il est important de monitorer cette température. Pour cela, on s'est fixé comme objectif de créer, à partir d'une carte électronique que l'on considère comme un objet connecté, une connexion sécurisée entre les différents data centers et un centre qui monitore les températures. Le but, c'était de créer une connexion sécurisée parce qu'il ne faudrait pas que ces données de température soient interceptées ou modifiées par un attaquant, par exemple, dans le but de détruire des données. On s'est venu en 2 étapes. Une part, on a fait la protection de la carte elle-même avec plusieurs mécanismes de défense. Elle ne doit pas être duplicable, elle ne doit pas être interchangeable dans le sein du bâtiment. Et d'autre part, on a mis plusieurs mécanismes de chiffrement. C'est là l'essentielle part de notre projet, pour pouvoir échanger les données en toute sécurité, tout en prenant en compte la faible puissance de calcul qu'un objet connecté peut avoir. Donc à la fin de ce projet, le but, ce serait de simuler une attaque sur notre environnement de travail, c'est-à-dire la carte et le serveur distant, pour voir si les protections mises en place sont efficaces et suffisantes. Voilà, je laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Sofiane et Nathalie. Merci beaucoup, Joseph, pour ton intervention. C'était vraiment intéressant. On va tout de suite continuer avec le parcours énergie. Alors, le parcours énergie présente 3 majeurs, c'est-à-dire véhicules électriques et autonomes, énergie renouvelable et smart grids, et enfin, transformation et optimisation énergétique.
Et en ce qui concerne les débouchés, on retrouve essentiellement l'architecte infrastructure énergétique ainsi que l'ingénieur énergéticien du bâtiment, notamment. Donc, je laisse la parole maintenant à Thomas qui va nous parler de sa majeure et de son projet. Bonjour à tous, donc oui, je suis Thomas, je suis effectivement majeur énergie renouvelable et smart grid. Je vais revenir rapidement sur mon parcours. J'ai commencé le SME à Lille pour mon cycle prépa intégré. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai étudié à Lille où j'ai développé une espèce de passion pour l'impression 3D, à tel point qu'on a monté avec un autre étudiant une association, Cidre Additif, qui est encore active aujourd'hui, et dans laquelle en fait on essayait de démocratiser l'impression 3D et les méthodes de fabrication additive. Ça a été une super expérience pour moi, j'ai appris beaucoup durant cette période, et j'ai surtout pris goût à l'innovation, créer des nouvelles choses, créer des produits, des concepts, les développer et les faire perdurer. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est pourquoi j'étais au début parti sur le parcours innovation, parce qu'il me semblait être le plus large et répondre le plus à mes critères. Donc tout se passait bien, j'étais très heureux dans ce parcours. Ensuite, je suis parti en semestre à l'international à Wollongong, en Australie, où là c'était pareil, c'était donc un autre monde, une autre culture qu'on découvre, et où je me suis un peu plus ouvert aux questions environnementales et aux enjeux notamment, puisque c'est un des pays qui sont les plus concernés par les problématiques de réchauffement climatique. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir, et en rentrant à Paris, je me suis plutôt tourné du coup sur le parcours énergie renouvelable et smart grid. C'était pour moi un moyen de à la fois allier cet esprit d'innovation que j'avais, ce besoin de créer des nouvelles choses, créer des choses innovantes, et d'allier en même temps avec la lutte pour le réchauffement climatique. Donc ça m'a bien plu. C'est vraiment un gros focus sur l'environnement, mais pas que. Il y a aussi quand même une bonne partie fondamentale. Faut savoir, vous le verrez dans mon projet de fin d'études, mais il y a une grosse part de programmation en énergie, et aussi une grosse part d'hardware. Que ce soit des systèmes mécatroniques beaucoup, ou encore des cartes de contrôle et de gestion. Si on peut passer au projet. Donc mon projet de fin d'études, c'est un projet proposé par une entreprise qui est venue en contact avec l'école pour développer un système de gestion de système hors grid. Donc en fait, c'est pour un village en Afrique qui a besoin d'être alimenté en énergie. Et pour cela, on a choisi d'opter pour 3 sources d'énergie. Donc on est 3 groupes à travailler sur ce projet. Un groupe qui s'occupe du système éolien, un groupe du système de piles à combustible à base d'hydrogène, et notre groupe où on s'occupe de la partie photovoltaïque et de la carte de contrôle pour la recharge de la batterie. Comme vous pouvez le voir, le système peut être décomposé en 3 parties. Et nous, notre partie vraiment se concentre sur le photovoltaïque et la carte de contrôle. Le but du jeu, c'est de récolter des sources d'énergie renouvelables et ensuite de les traiter de la meilleure des manières. Faut savoir que le photovoltaïque, c'est une ressource qui est certes illimitée, puisque le soleil brillera au-dessus de nos têtes pendant encore un bon petit moment, mais elle est compliquée à servir, entre guillemets. Si on peut passer à la slide d'après, en fait, un panneau photovoltaïque, ça produit pas tout le temps la même tension. Si vous êtes un peu familiarisé avec ces sujets au lycée, la tension d'un panneau solaire peut varier en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la puissance qu'il envoie. Nous, notre but, étant donné qu'un panneau solaire, c'est pas un rendement énorme, c'est de l'ordre de 20% aujourd'hui, on essaye de maximiser ce rendement. Donc pour ça, on utilise un algorithme qui s'appelle le MPPT, pour Maximum Power Point Tracking. Et en fait, on va utiliser le panneau solaire à sa puissance maximale, quitte à ce que la tension de sortie ne soit pas tout le temps la même. Donc évidemment, avoir une tension de sortie qui varie, c'est un problème pour les utilisations domestiques, notamment allumer des charges, etc. Donc pour ça, on met, après notre algorithme de MPPT, un convertisseur. Donc là, c'est des convertisseurs qui sont extrêmement utilisés dans l'industrie, des convertisseurs continus, ce qu'on appelle des hacheurs. Et donc nous, notre job, ça a été de dimensionner tout le système, que ce soit le nombre de panneaux solaires à mettre, développement de l'algorithme MPPT, et aussi développement de l'algorithme de conversion et de
le dimensionnement des composants. Une fois qu'on a rétabli cette tension à une valeur utilisable, on va devoir charger la batterie. Et donc pour ça, c'est là où intervient la carte de contrôle. En fait, la carte de contrôle, elle décide qui est-ce qui va recharger la batterie, quelle source d'énergie va recharger la batterie, quand, comment, en quelle quantité, etc. Et ensuite, une fois la batterie rechargée, la carte de contrôle gère aussi d'envoyer de l'énergie dans un onduleur, donc pour alimenter les charges des maisons. Cette énergie, c'est pareil, on peut pas non plus, c'est pas simplement un interrupteur on-off où on dit dès que la batterie est un petit peu chargée, on a de l'électricité. Il y a tout un système intelligent, c'est ce qu'on appelle les smart grids. En fait, on réfléchit à mieux utiliser les énergies et on va venir déconnecter, autoriser certaines charges à fonctionner ou non en fonction des prévisions météorologiques des jours à venir, du niveau de la batterie, de l'ensoleillement, de la luminosité, etc. Par exemple, il faut prioriser certaines utilisations. La télé, c'est pas forcément une ressource essentielle quand on est dans un pays africain où il fait très chaud, et on pourrait plutôt privilégier les ventilateurs et les lumières quand il commence à faire noir. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, qu'il faut concevoir. Et cette majeure, elle a cet avantage d'être très complète. Moi, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses. J'ai fait notamment beaucoup de concours et c'était très varié, que ce soit en bio-ingénierie, sur les domaines de l'espace, entrepreneuriat. Et en fait, dans cette majeure-là, moi, je me retrouvais vraiment parce que je pouvais avoir énormément être très pluridisciplinaire, pouvoir être sur plein d'aspects. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous laisse avec vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Merci beaucoup Thomas pour ta présentation. Alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui se posaient. Je vais d'abord poser une question ou deux à Joseph, s'il peut rallumer sa caméra, puisque ce sont des questions qui sont en rapport avec le parcours international. La première question qui a été posée, c'est est-ce qu'il faut être absolument bilingue pour intégrer le parcours international, ou est-ce qu'on peut avoir un niveau qui est en dessous, etc. Non, du tout, pas besoin d'être bilingue. Il faut juste, c'est pas très important parce que en prépa, on a l'occasion de faire ce qu'on appelle des semaines d'immersion. Donc, c'est des semaines intensives en anglais. Et toute l'année, on suit des cours d'anglais. Donc, au final, le niveau d'anglais, dans tous les cas, il progressera. Et il vous permettra d'intégrer la majeure internationale si vous le souhaitez. Donc, le niveau d'anglais que vous avez au bac, peu importe, entre guillemets, dans tous les cas, vous progresserez à l'école. Très bien. Et pour la deuxième question, j'ai vu que tu avais répondu par écrit. On va la reprendre à l'oral rapidement. C'est quelqu'un qui voudrait faire de la cybersécurité plus tard et qui se demande si le SMU SRIA, finalement, ce serait pas trop généraliste pour faire quelque chose qui paraîtrait aussi spécialisé d'un premier abord. Oui, du coup, c'est comme je disais, c'est un domaine super large. Ça va toucher au réseau, au niveau logiciel, au niveau composants informatiques. Il va y avoir vraiment beaucoup de domaines dans la cybersécurité. C'est pour ça que c'est très dur d'être expert en cybersécurité. Mais au final, la formation qu'on propose à l'ESME, ça regroupe beaucoup de choses qui vont être utiles à se perfectionner dans plusieurs domaines. Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à une question, pour la troisième question, qui sera la dernière de cette réponse, de cette rapide séance de réponse aux questions. Donc toujours, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans le chat. La dernière question qui a été répondue aussi à l'écrit, mais que je vais reprendre à l'oral, qui était est-ce qu'il faut être fort en informatique pour rentrer dans l'école? Alors, il faut savoir que non. C'est-à-dire que en prépa, que ce soit en première année ou en deuxième année, vous allez reprendre, principalement en première année, vous allez reprendre les bases de l'informatique dans le langage Python. Donc c'est vraiment, moi aussi, comme l'a dit Nathalie à l'écrit, j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec ça. J'avais rapidement touché au sujet pendant mon année de terminale, mais c'était très rapide, j'avais aucune notion. Et on est vraiment là, comme a dit Nathalie, on est vraiment là pour apprendre. Si vous y connaissez rien, c'est pas grave du tout. C'est très bien si vous y connaissez déjà quelque chose, que ce soit en Python ou dans un autre code informatique. Mais c'est pas du tout obligatoire d'être un expert, entre guillemets, en codage pour intégrer l'école d'ingénieur de l'ESMU SRIA, puisqu'on c'est une école qui est très très généraliste et vous allez apprendre dans vos années de prépa et dans les 3 années du cycle d'ingénieur. Pour continuer cette ESMU Inside, on va passer à l'avant-dernier parcours, qui est le parcours management. Donc ce parcours management est composé de 2 majeures différentes. Donc c'est 2 majeures qui vont être en double diplôme avec la grande école ISG, qui est une école de commerce.
Alors, ces deux majeurs, sont l'ingénierie financière et statistique et le big data et digital marketing. Alors, il y a aussi différents débouchés qui sont possibles, comme par exemple le risk manager, le data scientist ou l'assistant e-trader. Et donc, je vais laisser la parole à Alexandre qui va nous présenter sa majeure Big Data et Digital Marketing et son projet de fin d'études. Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Sofiane, je suis dans la majeure Big Data et Digital Marketing, en double diplôme avec l'ISG. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon semestre international à Dublin, mais j'en parlerai juste après. Pour revenir sur ma formation en général, j'ai intégré moi aussi l'école en prépa intégrée direct après le bac. J'ai pas changé de parcours, j'ai direct commencé en parcours management, ça m'a plu directement, donc c'était plutôt cool. Mais il faut savoir qu'en fait, avant, moi, j'hésitais avec une école de commerce. Du coup, j'ai choisi le SME parce qu'il proposait le double diplôme, parce qu'il faut savoir qu'on sait qu'on est vraiment diplômé de l'ESME en tant qu'école d'ingénieur, donc on a tous les aspects techniques, mais aussi de l'école de commerce. C'est exactement le même diplôme que si vous faisiez de l'école, vraiment l'ISG de A à Z. Donc ça, c'est vraiment important et c'est hyper valorisé après. Sinon, après, du coup, pendant les quelques années, mes quelques premières années à l'école, je me suis par exemple occupé de l'équipe de foot de l'école. Donc c'était des expériences assez sympas, c'était fun, et puis ça prouve qu'on ne fait pas que bosser non plus. Il y a quand même quelques loisirs. Et par contre, l'avantage de cette majeure et aussi de l'école en général, c'est que ça ouvre l'esprit plutôt pas mal, notamment pour avoir des projets à côté, pour des projets entrepreneuriaux ou des projets en tout genre. Ce qui m'a permis du coup de créer une chaîne YouTube qui marche plutôt bien. Donc c'est ce que vous voyez à gauche là. Pour les curieux, vous pouvez scanner le QR code, comme ça vous pourrez y avoir accès. Et donc c'était une chaîne YouTube que j'ai créée et l'école a pu partager mes différents posts, m'a aidé à choisir le thème, à affiner et m'a donné des retours sur les vidéos, donc c'était assez cool. Et en parallèle, j'ai aussi créé une association avec un camarade de classe. Donc là, c'est une association éco-responsable dans le développement durable. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment des expériences super sympas et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Du coup, en 4e année, moi, je me suis spécialisé en Big Data et Digital Marketing. Et du coup, cette année, j'ai un projet de fin d'études qui va consister à, alors comme on peut le voir à l'écran, à créer un module d'analyse de données financières en temps réel. Alors dit comme ça, c'est un peu barbare, ça fait peut-être pas rêver d'ailleurs, mais en soi c'est quand même assez intéressant et surtout c'est utile parce que le but de nos projets à tous, c'est d'être utile, c'est que ça serve à quelque chose. Donc pour le faire, en fait, on a d'abord cherché une source de données, donc ça s'appelle une API, donc une source de données financière qui va nous permettre de récupérer des données, donc par exemple le prix toutes les secondes, alors même des fois c'est toutes les millisecondes d'une action par exemple qu'on va vouloir suivre. Ensuite, on va utiliser des outils de connexion proposés par des hébergeurs cloud comme Google, mais il y a aussi Amazon et Microsoft qui font ça. Donc ils vont nous donner des outils qui vont permettre de faire transiter les données de manière fiable, rapide et sécurisée. J'insiste sur ces 3 points parce que c'est vraiment les 3 enjeux du Big Data et de notre majeure. Donc c'est vraiment hyper important, surtout dans des domaines comme nous, on fait beaucoup de programmation où il y a énormément de données qui transitent. Les données, c'est quelque chose de très sensible. On en parle tout le temps d'ailleurs, peut-être des fois un peu trop, mais on en parle vraiment beaucoup et c'est pas pour rien. Donc ensuite, ces données, une fois qu'on les aura fait passer par cet outil, on va faire du calcul dessus. Ça va être toutes sortes de calculs. Ça peut être des calculs de moyenne, en tout genre. Et en fait, ces calculs, à la fin, ils vont permettre de créer des graphiques. Là, ça va être les graphiques que vous pouvez voir, par exemple, dans les logiciels de trading ou quand vous regardez la bourse, tout simplement. Donc c'est ce qui va nous permettre d'afficher ces graphiques, d'avoir des indicateurs dessus. Tout ça va être stocké dans le cloud. Maintenant, c'est indispensable de stocker dans le cloud, c'est énormément demandé. Et surtout, on va donc donner une interface pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur pourra voir ce graphique sur un site internet qu'on va développer nous-mêmes également. Et en plus de ça, on a rajouté un petit robot qui va sur Twitter et on lui donne nous-mêmes donc un sujet. Donc par exemple, si vous voulez suivre une action LVMH, donc la maison mère de Louis Vuitton, vous mettez dans notre programme Louis Vuitton, ou LVMH du coup, et il va récupérer tous les tweets qui en parlent et faire une analyse sentimentale sur les tweets. Donc il va nous dire si le sentiment est positif ou négatif des utilisateurs,
Et à la fin, il va nous renvoyer un graphique avec l'avis des gens, et ça permet de compléter ce logiciel d'aide à la décision, parce qu'au final, le but pour l'utilisateur, c'est de prendre une décision. Est-ce qu'il va vouloir acheter quelque chose? Est-ce qu'il va vouloir vendre? C'est vraiment ça la finalité. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la majeure que Bastien va vous présenter juste après moi, qui est la majeure ingénierie financière. C'était tout pour moi. Bonjour tout le monde. Donc du coup, moi je vais vous présenter assez brièvement la majeure ingénierie financière. Alors déjà, pourquoi j'ai choisi le SME à l'époque, moi en fait c'est vraiment pour la structure pyramidale en fait qu'elle propose d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire qu'on part avec des bases assez solides, donc en prépa, sup, SP, où ça va être pas mal de maths, de physique, et en fait ça va vous allez apprendre vraiment à aimer les sciences et à savoir. Un ingénieur en tout, c'est savoir apprendre par lui-même aussi. Et c'est ça que va nous a apporté le SME, et c'est pour ça que j'aimais bien partir avec une base assez large et après au fur et à mesure se spécialiser dans tel ou tel majeur. Donc moi, pourquoi la finance? Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionné par la finance. Je savais déjà, même quand j'ai choisi le SME, le choix entre plusieurs écoles d'ingénieurs. J'avais choisi 4 écoles d'ingénieurs, et les 4 étaient j'avais déjà regardé les masters qui proposaient en finance. Moi, c'est que ça qui m'intéressait. Donc j'ai pu partir, comme vous le voyez, en Thaïlande. J'ai fait mon semestre international là-bas. Donc c'était franchement super enrichissant, et je conseille aux jeunes de partir. C'est là où vous découvrirez beaucoup de choses, et très enrichissant, et c'est aussi très bien sur le CV. Donc à l'ESME, vous avez, je vais essayer de voir après, c'est possible. Voilà, parfait. Donc à l'ESME, en fait, il faut savoir que dans la majeure finance, un ingénieur en finance, il va être plus quand même axé sur ce qu'on appelle la finance de marché. Donc avec il faut un gros background mathématique. Ça va être beaucoup de modèles mathématiques, mais aussi savoir les implémenter après en code. Mais si vous n'aimez pas les maths et ni le code, vous pourrez partir dans la finance d'entreprise, qui est quand même, on appelle ça plus soft, avec par exemple, je vous ai fait un modèle, ce qu'on appelle le discounted cash flow. C'est un modèle de valorisation d'entreprise. Donc sur la droite, là, comme vous voyez, où en fait on peut calculer la valeur intrinsèque de LVMH. Donc moi, par exemple, en ce moment, on travaille là-dessus. Et en fait, c'est quoi la valeur intrinsèque? C'est vraiment la valeur, on va dire sa valeur réelle. Parce qu'il y a la valeur de marché que vous voyez sur les cours de bourse, quand vous entendez à la télé, LVMH après 10%, après ci, après ça. C'est pas sa valeur réelle qui augmente de 10%, c'est la valeur de marché. Et nous, on va, en tant qu'ingénieur, et moi aussi, en tant que spécialiste de la finance, notre but, c'est vraiment de s'intéresser sur la partie réelle des choses, connaître les risques, connaître cette entreprise, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle va faire dans tant d'années, essayer de modéliser ça le mieux possible. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la finance de marché. Donc là, par exemple, sur la gauche, je vous ai mis un modèle s'appelle la value at risk. Et en fait, c'est un modèle mathématique, encore une fois, qui nous permet d'analyser les risques, par exemple, auxquels un portefeuille d'actions, par exemple, peut être exposé. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, j'ai pris un portefeuille d'1 million d'euros. Et du coup, là, qu'est-ce que nous dit ce schéma? Il nous dit que sur les 100 prochains jours, avec une confiance de 95%, je peux affirmer que je ne perdrai pas plus de 30. Ici, à chaque fois, oui, je me fais avoir 100 000 ou 30 000 euros. Je vois pas ça en petit, mais voilà, euros. Et du coup, ça, c'est très, très intéressant pour tous les portfolio managers, tous les hedge funds, fonds d'investissement, grandes banques, qui doivent en fait justement
analyser les risques qu'ils encourent, mais aussi après, il y a plein de modèles pour calculer les performances et tout, et on travaille sur ces modèles-là. Donc moi, pour conclure vite fait, j'ai fait le double diplôme avec l'ISG. Aussi, c'est pour ça que j'avais choisi cette école, c'était justement pour avoir un double cursus, à la fois commerce et à la fois ingénieur. Donc voilà, je vais laisser la parole à je sais pas qui. Merci pour ton intervention, c'était top. On va continuer et poursuivre avec notre dernier parcours pour ce live, qui est le parcours biotech et santé. Alors, ce parcours présente 2 majeurs, biomécanique médicale et biotech numérique. Ce sont des majeurs du coup liés au parcours biotech et santé. Et en ce qui concerne les débouchés, on retrouve des ingénieurs en biomécanique, en robotique médicale, hospitalier et aussi en big data santé. Et il faut savoir aussi que l'école fait un partenariat avec Subbiotech qui va permettre d'avoir un partenariat. Voilà. Et donc tous les projets qui vont être présentés seront liés à la médecine. Et on va commencer par Elisa avec sa majeure biotech et numérique. Bonsoir tout le monde, donc moi c'est Elisa, je suis actuellement en dernière année à l'ESME Sudria, donc en majeure biotech et numérique. Donc je suis rentrée il y a maintenant 5 ans à Lyon, sur le campus de Lyon. En deuxième année, j'ai fait partie du BDE, donc Bureau des élèves. Donc c'est l'association qui est chargée d'organiser entre autres les soirées sur le campus. Donc moi c'était donc le campus de Lyon. On organise les soirées, tout ce qui est animation dans l'école, etc. Donc voilà, c'était super cool de faire partie de cette association, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ensuite, en troisième année, je suis partie donc, pour mon semestre international à Budapest, en Hongrie. Donc là encore, c'était une super expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Europe de l'Est et la Hongrie, c'est vraiment une super belle destination et vraiment, je ne regrette absolument pas mon choix d'être partie en Hongrie. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de mes projets et plus particulièrement de mon projet donc, que je suis en train de réaliser en ce moment, donc mon projet de fin d'études. Donc là, sur la slide que vous voyez, c'était mon projet donc, de l'année dernière, donc pile dans le thème actuel. Le sujet, c'était donc de détecter le Covid-19 sur des images de radiographie, donc grâce à des techniques d'intelligence artificielle. Donc on avait créé une application donc qui était utile pour les médecins et donc qui détectait si le virus était présent ou pas sur une radio. Donc ça, c'était mon projet de l'année dernière. Là, actuellement, la slide d'après, s'il vous plaît. Là, mon projet actuellement, donc c'est mon projet de fin d'études que je réalise avec 2 de mes collègues. Et donc en partenariat avec Microsoft et avec une association qui s'appelle Alice, donc c'est l'association du Locked-in Syndrome. Les personnes qui font partie de cette association, ce sont des personnes donc LIS, Locked-in Syndrome. Et donc en fait, ce sont des personnes qui très généralement, suite à un AVC, se retrouvent dans le coma et quand elles se réveillent de leur coma, elles sont muettes et tétraplégiques, pardon. Donc en fait, et elles ont gardé toute leur capacité intellectuelle. Donc en fait, elles se retrouvent bloquées dans leur corps, à pas pouvoir parler, mais elles le voudraient. Donc elles voudraient parler, mais elles ne le peuvent pas. Elles voudraient bouger, mais elles ne le peuvent pas. Il faut savoir que pour parler, actuellement, ces personnes, donc elles utilisent des tablettes qu'elles peuvent diriger avec donc ce qu'on appelle un oculomètre. Donc en fait, ça va détecter le clignement des yeux, entre autres. Et donc en fait, elles vont se déplacer sur un clavier numérique, donc comme on a sur nos ordinateurs et nos téléphones, seulement avec leur regard et en clignant des yeux. Ces techniques, c'est très chronophage, ça leur prend énormément de temps, ça demande une concentration énorme. Et voilà, donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'améliorer leur communication. Donc pour ce faire, on est en train de créer une application qui peut justement les aider à améliorer leur conversation. Donc pour faire simple, donc là sur la slide, vous pouvez voir une
une des situations dans laquelle, par exemple, peut se retrouver une personne lisse, donc une personne valide, donc qui est sur la gauche, arrive vers la personne lisse et lui demande, par exemple, et lui dit, par exemple, il fait beau aujourd'hui. Donc nous, on va capter ce que la personne valide a dit grâce à de la reconnaissance vocale. On va faire tourner un algorithme d'intelligence artificielle qui, en fait, va proposer à la personne lisse des solutions directement adaptées à ce que la personne valide lui a dit. Donc ça peut être des mots ou des bouts de phrases en entier. Et la personne lisse, en fait, du coup, elle aura juste à sélectionner la phrase qui lui, enfin, la meilleure réponse, la réponse la plus adaptée qu'elle veut choisir, le mot ou le bout de phrase, et pas à taper toute sa réponse. Et donc ensuite, une fois qu'elle a choisi ce qu'elle voulait dire, la phrase la plus adaptée, on retranscrit ça grâce à une synthèse vocale, donc, et on fait sortir la voix donc entre guillemets de la personne lisse via un haut-parleur. Donc là, par exemple, sur l'exemple, c'est « je veux bien sortir dehors ». Donc, grâce à cette application, on espère pouvoir améliorer leur quotidien et surtout leur conversation en rendant plus fluide les interactions qu'elles peuvent avoir avec la personne valide, parce que, comme je le rappelle encore une fois, elles veulent parler, mais elles ne le peuvent pas, et elles veulent bouger, mais elles ne le peuvent pas, et c'est vraiment frustrant pour ces personnes-là. Donc voilà, donc nous, on essaye de les aider au maximum. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir à tous, moi c'est Viviane, je suis dans la majeure biomécanique et robotique médicale. Moi, au niveau de mon parcours, j'ai intégré le SME Sudria au niveau de la prépa intégrée sur le campus de Paris. Et j'ai fait mon semestre international à Shanghai. C'était une super expérience de faire mon semestre là-bas. Au niveau de mon parcours, j'étais dans le parcours innovation tout d'abord. Et ensuite, je me suis rendu compte que le parcours biotech et santé me plairait plus parce que ce serait en santé et je trouvais que les applications elles seraient beaucoup plus concrètes j'avais plus de facilité à me projeter là-dedans. Donc, au niveau de mon projet de fin d'études, là, actuellement, je suis en train de travailler sur un corset intelligent correcteur de posture. Donc, en fait, avec mon groupe de projet, on s'est posé la question, on s'est demandé comment on pouvait régler la problématique du mal de dos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre groupe, on est en partenariat avec Subbiotech. Donc, il y a 2 élèves de la SME et une élève qui est étudiante à Subbiotech. Et je trouve ça super intéressant un peu de croiser nos connaissances à chacun. Et donc, pour revenir sur notre projet qui est le corset intelligent, nous, il va comporter des capteurs inertiels qu'on va placer tout le long de la colonne vertébrale. Et à partir de ces capteurs, on va récupérer les données et on va essayer d'estimer un peu la position du patient pour savoir si sa position est bonne ou si c'est une position qui risque de lui causer du mal de dos. Et en fonction de ça, en fonction de ces données qu'on récupère, on va pouvoir ensuite activer des muscles artificiels en silicone. Donc pourquoi on fait ça ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, le mal de dos, actuellement, le seul traitement qui existe, c'est des séances chez le kiné. Et on essaie un peu de reproduire ça à travers les muscles artificiels en silicone qui sont en fait un mélange d'éthanol et de silicone. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la photo au centre, on a un fil conducteur sur lequel on va faire couler ce mélange. Et en chauffant, et donc en faisant passer un courant dans ce fil conducteur, ça va chauffer le muscle. Et donc en chauffant, les bulles d'éthanol, elles vont gonfler et ça va par conséquent contracter les muscles. Et ces muscles, en les plaçant aux bons endroits sur le dos, ça va exercer une sorte de pression, un peu comme le ferait le kiné en appuyant sur le dos, pour que le patient se remette droit.
et qu'il contracte ses propres pour pouvoir avoir une rééducation sur le long terme. Je vais redonner la parole à Nathalie et Jeanne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On va passer à la séance de questions-réponses. Et j'ai relevé plusieurs questions pertinentes. On va commencer par une question qui a été adressée à Alexandre du parcours en management. Si tu pouvais allumer ta caméra, ce serait sympa. Ouais. Et la question, c'est la suivante. Du coup, tu nous as parlé du double diplôme avec l'ISG et l'USME. Et donc, comment se passent les cours entre ces deux écoles? Alors, au niveau des cours entre les deux écoles, en fait, bon, alors cette année, c'est assez particulier. Même l'année dernière, avec le Covid, c'était un peu le bordel, il faut être honnête. Tout simplement parce qu'on a des cours à distance. Donc, c'est différent. Mais au niveau de l'organisation, en fait, alors, sur le papier, ça fait un peu peur parce que c'est vrai qu'on suit 2 diplômes en même temps. On se dit que normalement, chaque personne fait un diplôme, et du coup, on fait les deux. Donc, c'est ce que j'avais dit dans le chat, en répartition, c'est à peu près 3 semaines ESME, 1 semaine ISG, ça dépend. Là, c'est ce qu'on a cette année. Après, des fois, c'est aussi par rush. Donc, par exemple, on peut avoir 2 mois à l'ESME, puis 1 mois concentré à l'ISG, où on fait par exemple des semaines très intensives, où on faisait des fois du 8-18 heures tous les jours, ou même 8-19 heures. Ça peut varier. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les semaines de vacances qu'on est censé avoir à l'ESME sautent, et sont remplacés par des semaines de cours à l'ISG, sauf les vacances d'été, mais du coup, ce qui fait et les vacances de Noël. Mais ce qui fait que du coup, voilà, nos vacances de l'année, on peut leur dire adieu, mais en même temps, c'est un peu compliqué d'avoir le beurre, l'argent du beurre. On a 2 diplômes, et je pense que c'est déjà pas mal. Super. On va enchaîner avec Joseph. Une question par rapport à l'évaluation des projets. Comment sont notés ces projets? Est-ce qu'il y a un jury? Et qui compose ce jury? Je laisse la parole à Joseph. Oui, concernant les projets, chaque année, donc pour chaque projet, on va avoir un oral associé soit à la fin du projet, soit au milieu, pour séparer l'avancement du projet. Dans ces oraux, on va présenter notre projet, voir nos avancements, quels ont été nos problèmes s'il y en a eu, et si ça s'est bien passé. En général, il n'y a pas de problème en termes d'évaluation, on s'en sortira toujours avec une bonne note, c'est pas le problème. Certaines fois, on va avoir des professionnels qui vont être présents pendant les projets. C'est parce que soit ils ont sponsorisé le projet, soit parce que c'est un domaine qui peut intéresser des entreprises pour peut-être des soumissions de sujets de projet ou bien continuer le projet de leur côté. D'accord. Et enfin, avant-dernière question pour Elisa, qui se trouve dans le parcours biotech et santé. Quelqu'un nous a posé la question par rapport à une base en SVT ou en chimie. Est-ce vraiment important pour ce parcours-là? Et est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Elisa? Alors, non. Quand on rentre dans le parcours biotech et santé, déjà, on va avoir un module sur tout ce qui va être... on va revoir en fait toutes les bases on va dire, de l'anatomie qu'on voit déjà en SVT au lycée, donc tous les systèmes nerveux, système cardiaque, etc., système respiratoire, tout ça, on va déjà avoir un module sur ça, donc on va tout revoir tout en profondeur, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment la base, c'est juste pour savoir de quoi on parle après, vu qu'on travaille, entre guillemets, sur des humains. Et il faut bien qu'on commence par savoir de quoi on est fait, etc. et comment on fonctionne avant de pouvoir appliquer quoi que ce soit sur nous. Donc voilà, et ensuite, non, il n'y a absolument pas de chimie, enfin, comme je l'ai dit dans le chat, je crois, à part si le projet porte sur de la chimie et qu'on doit toucher un peu de chimie, par exemple des molécules ou quelque chose comme ça. Oui, il y aura de la chimie, mais sinon, en aucun cas, à l'ESME, on fait de la chimie, on fait que de la physique. Et moi, personnellement, pour tous mes projets, j'ai jamais eu besoin de chimie, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de projets qui tournent autour de la chimie dans notre majeur.
Voilà, j'espère que je réponds à la question. Oui, merci pour ta réponse. Et dernière question que Pauline a posée tout à l'heure par rapport au niveau de travail à côté des cours. Est-ce important et comment ça se passe en fait? Eh bien, je vais répondre à cette question. Donc, comme je l'ai annoncé au tout début du live, je suis en 2e année du cycle préparatoire. Donc, le cycle préparatoire, en général, c'est le cycle qui demande beaucoup de travail, mais c'est assez subjectif. Tout dépend, en fait, de vous, de chacun d'entre vous, comment vous travaillez, si vous avez des facilités ou non. Mais en règle générale, c'est comment dire, vous pouvez avoir du temps pour vous, des loisirs, les associations, tout ça, et aussi du temps pour travailler. Donc, vous en faites pas, vous serez pas là avec une tonne de devoirs non plus. C'est raisonnable. Il faut juste savoir s'organiser. Voilà, donc cette séance questions-réponses est terminée. Donc, pour conclure, je vais vous parler des prochains événements que le SME Syria va vous présenter. Il y a les journées portes ouvertes, donc les JPO, le samedi 6 février et 6 mars sur les 4 campus. D'ailleurs, le prochain épisode de l'ESME Inside aura lieu le jeudi 18 février à 19 h. Donc, le thème qui sera abordé, ce sera plutôt le double diplôme, etc. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, notamment avec les ESME Inside qui sont préparés, organisés par les étudiants eux-mêmes des différents campus. Voilà. Passez une excellente soirée.